Bonjour, bienvenue à Business Industrie Dijon, bienvenue sur ce plateau télévisé où pendant 2 jours, ici au cœur du parc des expositions de Dijon, j'accueille les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté pour évoquer toutes sortes de sujets et d'enjeux qui ont trait à l'industrie et notamment les sujets liés au digital, au numérique, à la robotique et à l'intelligence artificielle. C'est presque un fil rouge de ce salon, tellement ce sujet est devenu clé dans le développement des entreprises aujourd'hui. Olivier Schimpf, bonjour. Vous êtes le directeur de Robotics Valais. Quelques mots sur Robotics Valais pour commencer. Alors, le cluster Robotics Valais, la mission principale, c'est une association et on est là pour fédérer et animer la filière robotique et industrie 4.0 en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on fait énormément d'actions, de sensibilisation, de promotion de la robotique et on accompagne les entreprises pour pouvoir, dans leur réflexion sur la robotisation ou l'automatisation. Vous êtes face à Nicolas Doval, dont je vais préciser la fonction dans un instant, mais qui représente un grand concepteur et fabricant de robots dans le monde. Robotics Valais travaille avec Fanuc, en l'occurrence, c'est le nom de ce roboticien. Alors, Fanuc fait partie des adhérents de Robotics Valais. Comme c'est une association, on a des adhérents. Et l'objectif de travailler avec Fanuc, c'est de pouvoir montrer ou démontrer à des entreprises qui n'ont pas forcément de robotique ou qui se posent des questions sur la robotique que c'est relativement simple de mettre en œuvre de la robotique dans leur chaîne de production. Avec Nicolas, on a fait une intervention il y a quelques temps sur la robotique dans le secteur agroalimentaire. À la base, les personnes qui font de l'agroalimentaire n'imaginaient pas qu'elles pouvaient utiliser de la robotique. Et suite à cette intervention, les chefs d'entreprise qui étaient présents se sont dit c'est peut-être pas si compliqué ça de mettre en œuvre de la robotique, et donc se sont posés des questions et continuent à travailler sur comment on va pouvoir déployer de la robotique. Par exemple, manipuler des meules de fromage. Il y a beaucoup de robots qui font ça maintenant, manipuler des meules de fromage. Donc alors qu'avant c'était un opérateur qui le faisait, un fromager qui le faisait, puis toute la journée il manipulait des tonnes de fromage. Donc là, dans ce cadre-là, la robotique peut permettre de faciliter et d'améliorer les conditions de travail des opérateurs. Olivier, ça fait quand même pas mal d'années maintenant, depuis les années 60-70, que les robots sont entrés dans l'industrie, sur les grandes chaînes de production, dans l'automobile notamment. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ou de différent, ces robots aujourd'hui, pour qu'il faille encore expliquer, convaincre des industriels que le robot peut changer leur vie? Alors, je pense que Nicolas en parlera beaucoup mieux que moi. Ouais, mais je vais lui poser la question. Aujourd'hui, la robotique est de plus en plus accessible. Ouais. Et la cobotique est une bonne porte d'entrée. La cobotique, donc la robotique collaborative, est une bonne porte d'entrée pour pouvoir rentrer dans l'industrie. Et peut-être aussi le coût d'installation des robots est plus simple, moins important que pouvait l'être à l'époque de l'automobile, puisque maintenant une PME, voire une TPE peut s'équiper d'une solution robotique et de pouvoir augmenter sa production. Et si on reste dans la thématique d'aujourd'hui, aussi de simplifier la vie de ces opérateurs pour des tâches toutes simples. Par exemple, on a une entreprise qui est adhérente, qui a mis en place un cobo, un petit cobo qui fait à peu près 500-600 mm de haut, juste pour éviter que l'opératrice tende le bras. Et le cobo est là pour prendre la pièce. Et ça, c'est des solutions simples à intégrer, qui étaient peut-être plus compliquées ou qui paraissaient plus compliquées il y a une quarantaine d'années. Il faut dire aussi que les sensibilités se sont un petit peu aiguisées, notamment sur le sujet des TMS, des troubles musculo-squelettiques et de la qualité de vie au travail, au sens large du terme. Carrément, oui. Et une question qu'on nous pose beaucoup, c'est l'âge de la retraite qui recule. Ouais. Et du coup, comment on va arriver à assister les opérateurs à travailler plus longtemps, un petit peu plus âgés, ouais. Ou plus longtemps. Ouais. Et du coup, pour moi, je reste persuadé que la robotique et la cobotique sont une piste de pouvoir permettre, si par exemple on prend un sujet qui est à la mode depuis quelque temps, la cobotique pour souder, c'est un problématique de recrutement, mais aussi c'est un problème de pénibilité de travail. Un opérateur qui tient sa torche de soudure toute la journée, au bout d'un moment, il peut être fatigué. Et de pouvoir travailler avec un cobo, ça lui permet de le soulager J'espère que tu ne me contrediras pas, Nicolas. Et ben justement, on va lui demander tout de suite. Nicolas Doval, vous êtes responsable commercial robotique de Fanuc, ici sur un large quart du territoire français, grosso modo de Dijon à Ajaccio.
C'est vraiment tout le grand sud-est de la France. Fanuc, roboticien japonais, un énorme groupe, c'est le leader mondial, je crois, qui existe depuis 1957. Donc je parlais tout à l'heure de la robotisation des chaînes industrielles dans les années 60, c'est cette époque-là. Donc votre mission à vous, Nicolas, c'est de convaincre, étudier la faisabilité, installer les robots, la chaîne totale. C'est ça, bonjour à tous. Donc en effet, Fanuc est un leader mondial au niveau dans le secteur de la robotique industrielle et de la commande numérique, puisque c'est finalement le cœur d'un robot, c'est l'asservissement de moteurs. Nous, on est présent en France à peu près depuis les années 90, donc on travaille maintenant avec tout un tas d'industriels en France, et notre objectif, évidemment, ou surtout mon objectif à moi, ça va être en effet de convaincre les différents industriels de se mettre au robot et de les accompagner aussi, notamment pour ce qu'on appelle les primo-accédants, de les accompagner dans cette démarche-là de comment aborder un projet robotique, à quoi il faut faire attention, quelle typologie de robot aussi il faut utiliser, parce qu'on entend beaucoup parler de cobots, mais les cobots sont pas faits pour faire tout type de production ou répondent pas forcément à tous les besoins. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on fait énormément de conseils à ce niveau-là. Et puis après, on travaille avec des gens comme Robotic Valley ou des intégrateurs qui vont être finalement des concepteurs de machines globales pour pouvoir proposer une solution complète et surtout répondre à un besoin au niveau industriel de nos différents clients. Olivier disait, ce qui différencie la robotique d'aujourd'hui de celle d'hier, c'est peut-être son accessibilité, y compris financière. Vos clients aujourd'hui, c'est des grands groupes, bien sûr, des gros industriels, c'est aussi des PMI. On a aussi évidemment des PMI, des toutes petites entreprises. On a beaucoup de clients qui ont finalement peut-être 1, 2 produits de chez nous, un robot, un cobot, et ça on en voit de plus en plus. Donc c'est aussi assez complexe à travailler parce que on passe de peut-être parfois de grands groupes comme vous l'avez dit à des sociétés avec des besoins complètement différents, pas les mêmes besoins qu'un grand groupe au niveau de l'automatisation ou de la robotisation. Donc il faut s'adapter à ça et les demandes qu'ils vont avoir autour de nos produits sont pas du tout les mêmes. Donc en fait ça va être en effet beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de simplicité de programmation pour pouvoir passer d'une petite série à une autre petite série. Voilà, c'est un peu la différence qu'on peut avoir avec un grand groupe qui lui va produire X fois la même pièce. Voilà, sur les PMI, on va être sur aujourd'hui je produis ça, demain je produis ça, et mon marché il change très régulièrement et il faut adapter le produit, le robot, pour qu'on puisse reprendre rapidement une nouvelle série, une nouvelle programmation. Ouais, des robots agiles, voilà, capables de changer. Flexible. Voilà. Il y a finalement autant de robots que de clients. C'est presque du survivant. Vous vendez du produit sur étagère, j'imagine, mais il faut adapter les besoins, enfin le service rendu aux besoins de chaque entreprise. C'est ça. Alors le robot, on va dire que c'est un produit relativement standard, parce qu'on a à peu près 140 modèles de robots dans notre gamme, avec 11 modèles de cobots. Et après, c'est plutôt ce qu'on va lui apprendre à faire, qui lui va être spécifique et dédié finalement aux besoins de l'entreprise. On retrouve par exemple beaucoup de déchargements de machines-outils, c'est un grand classique au niveau de la cobotique, mais chaque pièce qui est fabriquée sur une machine-outil, elle est différente. Donc à chaque fois, va y avoir une adaptation au niveau de la préhension qui va être différente. On va se reposer des questions, on va se reposer peut-être une analyse aussi de risque par rapport à l'environnement pour l'utilisation. Donc à chaque fois, il y a toujours un petit peu de nouveauté chez chaque nouveau process ou chez chaque nouveau produit qu'on va vendre. Les entreprises... Olivier, vous vouliez intervenir. C'est aussi le rôle des intégrateurs avec qui on travaille tous les deux, qui permettent de répondre aux besoins et d'adapter la partie robot dans un ensemble complexe qui est pas que le robot et pas que la pièce, qui est tout l'environnement qui va autour de la robotique. C'est-à-dire que le robot peut être le maillon en fait entre deux machines ou entre deux lignes de production ou entre une ligne de production et un camion. C'est ça, selon les besoins. C'est un maillon. La réticence des entreprises, des petites entreprises, elle est encore palpable aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est un sujet qui continue éventuellement de susciter un peu de résistance parce qu'il y a l'enjeu financier, parce qu'il y a l'enjeu de formation, et puis parce qu'il y a la question de l'emploi derrière. Il y a la réticence aujourd'hui, non. On a de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent. On le voit surtout sur les dernières années. Ou même depuis le Covid, où on a une demande qui est quand même grandissante.
Aujourd'hui, il y a encore des freins, en effet, pour déclencher ou sauter le pas pour ces primo-accédants. C'est pour ça qu'on a mis en place des choses comme monpremierrobot.com qui sont vraiment des choses pour accompagner le client de A à Z en lui disant vous avez un projet, vous ne savez pas. La robotique pour les nuls. Oui, on peut le résumer un peu comme ça. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner, de se dire vous avez un projet, on sait pas, le client, lui, sait pas, il n'a pas cette expérience-là. Est-ce qu'on peut le robotiser, est-ce qu'on peut l'automatiser? Donc nous, on fait ce travail-là, on fait une sorte d'audit en fait, on va chez le client et on va regarder est-ce que ça vaut le coup, puis après le mettre en relation avec des intégrateurs, des spécialistes dans le domaine, la palettisation, le déchargement de machines, le soudage, pour justement vérifier, valider avec eux si c'est possible. Et après, le pas, souvent c'est ce qu'on peut avoir comme réflexion client. Oui, mais en fait c'est peut-être pas pour moi. Je vais pas avoir les compétences. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment de démocratiser toute cette facilité de programmation et de s'accaparer le produit pour se dire que l'industriel ou le personnel dans l'entreprise va être capable de programmer, de créer de nouvelles références et d'utiliser le système. Et ça, c'est un réel challenge. Et c'est pour ça aussi qu'on est très, très, très impliqué dans toute la partie éducation pour former un petit peu les techniciens de demain à utiliser ce type de produit-là. C'est pour ça qu'on fait des Olympiades chaque année avec les différentes écoles de France. On va former plus de 700 étudiants qui vont après se retrouver pour faire un concours qualificatif avec les World Skills. On en a beaucoup parlé cette année et on est très 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 impliqué dans ce domaine-là. Aujourd'hui, le frein pour mettre plus de robots, j'ai envie de dire, c'est aussi finalement que les entreprises ont du mal à trouver des personnes qui sont formées et qui maîtrisent la robotique et qu'est-ce qu'un projet finalement robotisé ou automatisé. Et ça, on a beaucoup de mal. C'est un réel challenge aujourd'hui pour tous nos industriels. Olivier, sur le côté facilité d'intégration, je pense aussi que la programmation et l'évolution de la robotique permet maintenant à des entreprises de se dire c'est pas si compliqué que ça de mettre en œuvre des robots dans mon process. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment avec l'arrivée des cobots, on a vraiment simplifié toute la partie utilisation, programmation du robot. Aujourd'hui, on peut prendre un robot, le prendre à la main, le déplacer et lui enregistrer, lui apprendre sa trajectoire en même temps. Et puis, on va être capable de lui ajouter des capteurs comme une caméra 3D, un capteur d'effort qui va lui permettre en fait d'avoir une sensibilité additionnelle pour lui dire je te donne des yeux finalement pour que tu sois capable de prendre des pièces. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a un changement de paradigme, j'ai le sentiment, à vous entendre tous les deux, sur la place et le rôle des robots dans l'entreprise. Je pense que dans les années 60-70, en gros, le schéma, c'était de dire je prends un robot et je remplace 10 opérateurs qui étaient des OS, des spécialisés, c'est-à-dire des non qualifiés, précisément. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'approche est totalement différente. On n'est pas là pour le remplacer, on est là pour l'assister, on est là pour l'aider, on est là pour qu'il fasse mieux le travail qu'il a à faire, ou qu'il le fasse plus vite, ou qu'il le fasse dans de meilleures conditions. Je me trompe ou c'est bien ce qui se passe? C'est juste, moi ça fait à peu près 10 ans que je travaille pour Fanuc, c'était d'ailleurs mon premier job. J'ai vu déjà le discours en 10 ans comme il a changé. Ouais. Avant avoir un robot dans son entreprise, il y avait toujours une petite forme d'inquiétude. Aujourd'hui, avoir un robot dans son entreprise, c'est se dire, oula, on est en train de franchir des caps, on se modernise, et surtout, on va avoir un outil qui va m'aider, qui va m'accompagner dans le travail que je peux faire. Et je vais plus finalement faire une tâche qui peut être parfois peut-être pénible, ingrate, où la valeur ajoutée est très faible finalement de l'opérateur, et on va laisser l'opérateur se concentrer sur ce qu'il sait faire, ce qu'il maîtrise peut-être mieux. Ça peut être donc contrôler l'aspect qualité d'une pièce, s'assurer que le robot finalement a bien fait peut-être son travail, ou lui apporter des correctifs dans sa programmation, ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, finalement, on utilise l'opérateur avec là où il a vraiment une grosse valeur ajoutée et on le décharge de tout ce travail qui peut être un peu pénible. Porter des cartons à la sortie d'un convoyeur, éviter de souder sur des grandes longueurs des pièces. Par exemple, il y a un process aussi qui se démocratise de plus en plus avec notamment les cobots. Ça va être par exemple poncer une pièce. Imaginez-vous avec une ponceuse dans la main pendant des heures à essayer de poncer un plan de travail. Aujourd'hui, si vous faites ça avec un robot, on va évidemment réduire un petit peu toute cette pénibilité-là autour. Il y a un double enjeu. Olivier en a évoqué un tout à l'heure, c'est celui de l'allongement de la durée du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des populations dans les entreprises
qui sont plutôt en demande d'une assistance, y compris physique. Moi, je prends le sujet à l'autre bout de la chaîne, c'est les jeunes qui entrent dans l'entreprise. On sait que le monde de l'industrie a un petit peu de mal à attirer, à recruter. Il y a une question d'attractivité qui se pose. Un robot dans une entreprise, c'est vachement cool. Ça contribue quand même à moderniser l'image de l'industrie, l'image de l'entreprise, et à attirer des jeunes qui, eux, ont l'habitude du digital. Oui, c'est sûr que la robotique ou l'automatisation, ça attire de plus en plus, notamment le fait d'utiliser des nouvelles technologies. Et les robots en font partie en termes de se rendre complètement dans ce segment-là. Donc ça attire de plus en plus de jeunes. Il y a énormément à faire et surtout il y a beaucoup d'emplois dedans parce que aujourd'hui je connais pas un intégrateur, voire même un client final qui me dit t'aurais pas un bon profil ou un bon CV à me passer. Voilà. Donc aujourd'hui quelqu'un qui il vous demande un bon robot. Voilà. Mais aujourd'hui il y a une demande qui est quand même très importante à ce niveau-là et en effet ça attire. De toute façon, c'est un tournant qu'il faudra prendre pour nos industries et même nos petites structures, les petites PME, les petites PMI, où ce cap-là de robotiser, automatiser, il va falloir le prendre. Fut une époque pas si lointaine où l'utilisation d'un robot, comme d'ailleurs tout outil numérique dans l'entreprise, nécessitait une formation, nécessitait une appropriation un petit peu longue et difficile. Aujourd'hui, les robots, c'est des interfaces extrêmement faciles à utiliser. C'est des potes dans l'entreprise. C'est ça. Aujourd'hui, la programmation d'un robot, les premiers niveaux, la prise en main est extrêmement rapide. Le bon test qu'on peut faire, c'est souvent qu'on donne la tablette à un collégien et on regarde en combien de temps il est capable de nous faire un programme et de nous prendre une pièce et de la déposer. En général, en moins de 2 heures, il a déjà réussi à le faire sans qu'on l'ait mis dans une classe assis à lui expliquer. Ça va tout seul. On fait juste du glisser, déposer d'objets. Donc aujourd'hui, on en est là. Maintenant, il y a quand même des process où on a toujours besoin de compétences, il faut pas l'oublier, où on a besoin de profils quand même qui ont un certain cursus de formation pour pouvoir faire des machines qui sont plus complexes et des opérations qui sont plus complexes. Maintenant, on joue sur les deux tableaux en fonction de la complexité de la tâche à réaliser. Olivier, sur des tâches simples, comme du ponçage, prendre la tablette, programmer comme vous avez votre solution sur les cobots, ça se fait en quelques secondes, en quelques heures si on veut bien progresser. Mais après, c'est tout ce que tu dis, Nicolas, c'est toute l'expertise qu'il y a derrière. On met de la vision, on met du contrôle d'effort, on rajoute des briques qui font que ça devient de plus en plus complexe. Et la formation aujourd'hui, ça reste quand même un critère important et qui manque chez beaucoup d'industriels. Oui, l'idée c'est vraiment d'amener la technologie pour que finalement à l'utilisateur final, pour lui, ce soit le plus simple. Qu'après, on ait travaillé tout en amont pour dire je veux penser telle opération ou souder telle opération. Et en fait, c'est de lui amener, lui dire tu as juste à faire ça, prendre 1 ou 2 points, prendre le système, appuyer sur tel bouton et pour que lui, ce soit très rapide. Faites-nous rêver un petit peu, Nicolas, parce que l'illustration par l'exemple, c'est toujours le meilleur. Quels sont les projets robotiques qui vous ont le plus plu dans vos entreprises clientes de notre grande région? Est-ce qu'on peut donner des exemples de solutions robotiques que vous avez déployées qui sont intéressantes, parlantes, significatives? Dans la région, moi, sur un des projets sur lequel j'ai travaillé, alors qui est quand même qui est sur la région et quand j'étais avant d'être responsable commercial, quand j'étais plutôt sur la partie technique, moi j'ai travaillé sur le projet non loin d'ici au Creusot avec la société Alstom qui a installé un des plus gros robots, le plus gros robot au monde pour souder les bogies, d'accord, qui vont se retrouver de TGV et qui vont se retrouver dans le monde entier. Donc moi j'ai travaillé sur ce sujet-là. Donc là c'est un côté très impressionnant et très grosse pièce. Donc ça c'est un de mes plus gros projets. Bon après j'ai travaillé sur d'autres projets aussi pour Ariane 6 notamment, qui sont des projets un petit peu d'envergure et qui font un peu rêver finalement quand on travaille dessus parce que c'est tout de suite des pièces assez importantes. Et puis après il y a d'autres projets, c'est beaucoup plus petit avec des plus petites structures, mais où moi ce que je trouve le plus chouette c'est finalement quand on démarre un projet, qu'on peut avoir un peu de réticence avec les opérateurs que je rencontre parfois et de revenir peut-être 1 ou 2 ans après et qui me disent c'est génial parce que moi j'avais mal au poignet, j'ai plus mal au poignet, et où on voit qu'il y a une amélioration dans l'entreprise et que les gens finalement apprécient beaucoup plus leur travail et se sont formés, ont appris autour de ça. Donc il y a une certaine évolution aussi
dans le travail des personnes quand on leur amène finalement un nouvel outil technologique. Bien sûr. Olivier ? Une question, est-ce que tu penses que quelqu'un les primo-accédants sur la robotique, est-ce qu'ils s'arrêtent au premier ou ils vont plus loin, en général? Alors, les primo-accédants, finalement, ils sont assez longs à convertir pour le premier robot parce qu'ils hésitent. Et une fois qu'ils maîtrisent bien le premier robot, en général, ils nous rappellent assez rapidement pour en mettre un deuxième parce qu'ils se rendent rapidement qu'il y a un intérêt de productivité, évidemment, de qualité et parfois aussi de réduction de TMS pour leurs opérateurs. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent aussi qu'il y a des besoins dans l'entreprise qu'ils n'avaient peut-être pas forcément vus ou discernés au départ. En fait, oui, tout à fait. Ils se rendent compte que finalement, ils peuvent automatiser, que c'est faisable, ça leur donne des idées, parce qu'ils s'y intéressent avec le premier, ils se posent beaucoup de questions, puis ils se disent, attends, je peux faire ça, et je pourrais aussi faire ça. Puis alors après, du coup, ça peut très très vite s'accélérer. On va, puisque la fin de notre entretien approche, ouvrir un peu les perspectives. On va mettre de l'IA, ou peut-être déjà on commence à mettre de l'IA. Il y en a déjà depuis un petit moment. Dans le robot, l'intelligence artificielle, ça va changer quoi? Le robot de demain, comment vous l'imaginez, Nicolas? Le robot de demain, donc il y aura en effet de plus en plus d'IA, c'est sûrement celui où il va être capable de générer tout seul ses scénarios. C'est-à-dire que on va lui donner différents types de pièces et il va apprendre de lui-même comment il peut prendre cette pièce-là pour venir la charger dans un centre d'usinage. Voilà, donc c'est là-dessus où Fanuc travaille énormément sur des systèmes de vision. On utilise déjà de l'IA, mais ça va être sur tout cet aspect de génération de trajectoire un petit peu en automatique, où là ça va se faire de plus en plus finalement simplement. Le robot va apprendre de lui-même comment prendre une pièce. Cette fois-ci il l'a pas bien prise, il va corriger en fait son algorithme au fur et à mesure. Olivier, la robotique est en train de changer aujourd'hui sous nos yeux. Alors pour moi, on le voit tous les jours, comme l'a dit Nicolas, la facilité de programmation et les outils qui permettent de faciliter la programmation, alors avec des gros guillemets, on pourrait se passer de programmeurs pour utiliser des robots avec des solutions de réplication de mouvements, avec des solutions comme le Kobo, de le prendre par la main puis de lui dire tu fais ces opérations-là. Et ça, c'est une question un petit peu ouverte aussi. Le no-code, est-ce que c'est quelque chose qui est exploité dans la robotique ou c'est quelque chose qui est encore trop nouveau pour les roboticiens? C'est un peu ce que vous faites avec vos tablettes sur les Kobo. C'est déjà finalement ce qu'on fait. Aujourd'hui, je vous invite à regarder ce que vous pouvez trouver sur certaines vidéos sur nos sites internet. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus du code. On n'est déjà plus dans le langage informatique. On en est très 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 loin. On parle de déplacer des icônes avec des petits logos, donc c'est vraiment à la portée vraiment de tout le monde et de n'importe qui aujourd'hui peut faire une trajectoire. Du scratch. Oui, c'est un petit peu ça. Ouais. Aujourd'hui c'est ça. Mais aujourd'hui, n'importe qui, même sans connaissance technique, est capable de programmer un robot. Et pour moi, c'est une grosse différence avec ce qu'il y avait il y a quelques années sur les puristes. Les puristes de la robotique continueront à utiliser du Teach. Oui, c'est une différence. Après, tout le monde évolue aussi. C'est normal qu'on ait nos petites habitudes. C'est jamais, faut que tout le monde évolue vers ça, mais ça se simplifie, de plus en plus. En tout cas, je retiens que la question ne se pose plus de savoir s'il faut utiliser de l'automatisation, du robot et de l'IA maintenant dans les entreprises. C'est devenu une solution essentielle pour améliorer la performance de l'entreprise et aussi améliorer la qualité de vie des collaborateurs. Ça, c'était un des sujets auxquels, Olivier, vous teniez qu'on aborde cet après-midi. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience chez Fanuc. Merci Olivier. Merci Bonne à tous les deux. et bon salon. Merci.